Notre invité, je l'ai annoncé au début de cette émission, Ralbert Gandarko de l'ONG Changement Social Bénin. Monsieur Gandarko, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. On a deux sujets à évoquer, mais déjà on va commencer par celui qui fait l'actualité, la polémique autour d'une visite d'une délégation de députés, notamment du parti de l'opposition, l'aide démocrate, dans un centre pénitentiaire à Porte-Nouveau. Ça fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous en dites, vous qui êtes spécialisé sur des questions liées justement à la vie carcérale au Bénin? Merci pour la considération institutionnelle. Changement Social Bénin a développé un exercice de redevabilité judiciaire avec un focus sur la chaîne pénale. Ça nous a mis en situation donc de documenter le niveau du service public de justice pénale offert par les tenants pénitentiaires au Bénin. Et donc, cet exercice, quoique devenu très difficile depuis la circulaire de 2020 ayant suspendu la visite du milieu carcéral aux ONG, nous avons quand même pu, en 2021 et en 2023, effectuer ces visites-là. Donc il faut dire qu'actuellement nous avons un document de plaidoyer sur la table de l'autorité ministérielle compétente pour que la circulaire soit totalement levée, afin que les ONG régulièrement reconnues dans les villes du Bénin et qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme puissent faire l'exercice, puissent nourrir l'exercice de redevabilité judiciaire. Pourquoi? Pour répondre à votre question, j'ai fait la transition comme ça, parce que en République, il y a ce qu'on appelle les porteurs de responsabilité, qui sont ceux qui nous gouvernent, ceux qui offrent le service public. Et en face, vous avez les titulaires de droit, ou parfois organisés en porteurs de cause, en association politique ou en association de la société civile, pour participer à la gouvernance publique. Donc, qu'une ONG ou qu'un parti politique veuille en fait effectuer une visite du milieu carcéral, je pense que du mandat que la République reconnaît après les formalités au ministère de l'Intérieur aux partis politiques contribuant à la vie et à l'animation de la vie politique telle que prévue dans la Constitution et dans les lois qui régissent le fonctionnement, et pour les ONG qui sont aussi reconnues comme étant dans la gouvernance sous les droits de l'homme, le ministère de l'Intérieur, on devrait comprendre que l'exercice va dans le sens d'aller faire un monitoring pour davantage contribuer au débat public ou contribuer à la qualité de la gouvernance publique dans ce secteur-là. Après, revenant au cas spécifique, c'est-à-dire des démocrates, j'ai lu avec intérêt la note du directeur général de l'agence pénitentiaire qui, me semble-t-il, invitait les parlementaires, parce que vous avez dit le parti les démocrates, et c'est le parti organisé qui va, est-ce que c'est des députés? C'est les députés du groupe parlementaire, les démocrates. Oui, c'est-à-dire, tout est dans la forme. Tout est dans la forme. C'est pour ça, quand on veut en exiger aux porteurs de responsabilité, il faut aussi d'abord se situer dans la République, dans une posture précise, et par rapport à la posture aussi y aller avec les droits qui vont avec cette posture-là. Donc je pense que si c'est l'association politique qui, dans le cadre de cette mission, dans le cadre de sa mission, de son engagement à contribuer à la gouvernance publique dans ce secteur-là, qui s'engage à aller, qui se décide à aller faire un monitoring du milieu carcéral et se retrouve, c'est-à-dire face à ce refus-là, bon, le débat est ouvert. Et si c'est les parlementaires qui rentrent dans un exercice de redevabilité parlementaire, parce qu'il y a des choses que les gens ne clarifient pas. Si vous vous souvenez bien, avant que le premier garde des Sceaux, sous le régime de la rupture, ne quitte ce ministère pour autre institution, il avait eu un budget très ambitieux fin 2017. Et avant ça, en prélude à ça, courant septembre, vous aviez assisté à la visite du milieu carcéral par les députés du Bénin. Et vous, si vous souvenez, sont bons, et ça avait horrifié plus d'un. Les débats au Parlement étaient assez écœurants. C'est pour dire qu'il est de l'exercice qu'il est disons, du mandat des parlementaires dans l'office de redevabilité, quand ils autorisent les dépenses publiques, quand ils autorisent avec délicatesse que l'exécutif dépense notre argent,
il est de leur devoir, de leur prérogative aussi, d'aller vérifier sur le terrain si tels qui l'ont autorisé, l'exécutif est en train de dépenser ainsi notre argent dans ce secteur-là. Donc il est du mandat des parlementaires d'aller faire ça. Et pour faire ça aussi, il y a la forme qui va avec. Qu'est-ce qui peut déranger Donc, dans la forme aujourd'hui? C'est vrai qu'on a lu un peu le directeur de l'agence pénitentiaire européenne qui s'interroge sur justement la qualité de ceux qui rendent visite. Mais dès lors qu'on a été élu député, on a besoin d'autres qualités pour aller dans les tribunaux. C'est ce que j'explique. Oui. En République, vous avez les instruments, vous avez les institutions qui répondent des instruments, et vous avez les acteurs qui doivent s'inscrire dans le contenu des instruments et qui doivent, dans l'interaction avec les institutions, être respectueux en fait des trucs. Donc c'est pour ça que je dis, vous avez commencé par votre question à parler du Parti Les Démocrates. Après, nous sommes venus spécifiquement aux députés. Et les députés, pour le faire, il y a aussi une forme pour le faire. En plus, depuis je parle de monitoring du milieu carcéral, semble-t-il que leur visite avait un focus précis. Ça aussi se fait. Ça se fait si, par exemple, il y a une alerte spécifique sur la qualité du service en milieu carcéral fourni à un détenu spécifiquement. S'il y a une alerte sur la qualité, au point donc d'entamer l'intégrité physique de ce dernier, et il est aussi de l'intérêt tant des ONG, des députés, comme d'une association politique, que d'aller, c'est-à-dire d'abord documenter, et après la documentation, interpeller ou interagir avec les personnes de responsabilité pour une amélioration substantielle de la situation peut-être en péril. C'est dire que il faut apprécier les trucs au cas par cas. Ni vous, ni nous n'étions présents au moment précis où ces députés, en fait, c'est-à-dire demandaient en présentiel à l'autorité pénitentiaire en situation l'accès au milieu. Il y a ce que les médias ont relayé, il y a ce qu'on a lu de la note du directeur général de la pénitentiaire. Et il y a aussi l'avis du procureur spécial, la criette qui rappelle les mesures instaurées depuis 2020, je crois, pour ce qui concerne l'accès justement en groupe à ce milieu. Ça il faut le dire que c'est pour ça que j'ai commencé par là. Ce n'est pas du tout intéressant que cette mesure, cette circulaire demeure. Parce qu'elle a été juste prise dans le contexte de Covid-19. Et il n'y a plus aucune mesure Covid au Bénin depuis. Oui, mais les mesures sont maintenues, hein, les mesures barrières sont maintenues. C'est pourquoi je vous ai dit il me semble que les chiffres aussi sont en stagnation, donc pas en recul. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons introduit un document de plaidoyer auprès du garde des Sceaux pour que vraiment la mesure soit levée. Parce que il faut, dans certains contextes, savoir être suspect. On ne peut pas faire obstacle à la redevabilité judiciaire dans ce sous-secteur-là. Pour un motif en fait qui n'est plus éligible. Et après, encore une fois, quand la République on a reconnu une association politique, une association civile, et on sait bien qui les représente, c'est dans quelle forme on peut, c'est-à-dire les accepter dans l'interaction avec la nation publique. Il faut juste leur poser les formes et faire cela. Mais instaurer un blocus, ça semble suspect. Et il faut savoir être suspect. Il faut faire attention. Et malgré justement ce blocus, vous avez quand même fait d'efforts pour avoir un œil, une oreille au-delà des murs assez élevés des prisons du Bénin. Comment vont les prisons? Comment on vit là-bas actuellement? Non, je pense que vous pouvez comprendre. Et en toutes circonstances, lorsque vous avez par exemple une location d'une chambre-salon, et on peut s'imaginer, c'est-à-dire la démographie d'une telle habitation. Après, quand vous constatez que ça en contient presque comme une villa de 5 pièces, de 6 pièces. Vous pouvez comprendre donc que les conditions de séjour sont... Et la démographie qui maintenant toise les 20 000, alors que nous avons des capacités assez limitées, c'est-à-dire on a carrément triplé. Non, ce n'est pas des conditions, c'est-à-dire acceptables. Et encore une fois, la dernière fois que j'étais sur votre plateau, et sur Zone France, je crois, j'avais rappelé la bonne nouvelle du décret. Nous sommes dans l'attente que le décret par rapport aux peines alternatives qui a été pris il y a quelques semaines prenne corps et vie, que les mesures d'application telles éditées soient vraiment effectives et que du côté des peines, c'est-à-dire on puisse dégraisser un peu le milieu carcéral, mais en amont, c'est-à-dire les mesures préventives et les mesures alternatives à la détention, c'est-à-dire la période d'avant-jugement, il faut aussi, c'est-à-dire pendant que la personne est présumée innocente, mais dans les liens de la justice, supposé agent pénal,
il faut trouver le moyen de le poursuivre, mais sans privation. Parce que la liberté est le principe, et la détention l'exception. Donc, il ne faut pas pour un oui ou pour un non, pour un détail, pour une infraction dite mineure, c'est-à-dire systématiquement envoyer les gens remplir le milieu carcéral. Et les gens qui remplissent le milieu carcéral sont à la charge de la République et laissent d'autres charges à la République. D'autres charges sociales, d'autres charges morales, d'autres charges économiques à la République. Et c'est-à-dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Et il faut peut-être même qu'il faut une assise sur le milieu carcéral. Que les acteurs, c'est-à-dire ne pensent pas qu'il faut se mettre juge pour en parler, pas se mettre avocat pour en parler, mais associer d'autres compétences de sciences sociales pour définir vraiment comment est-ce que le Bénin veut et continuer par, c'est-à-dire ramener dans les normes les personnes qui auraient été en déviance des normes sociales. Mais c'est quand même affligeant, surtout pour les personnes qui sont en attente de jugement, que de faire une démographie assez forte passer surtout un long séjour avant jugement. Oui, ça pose parfois au-delà même des peines qu'on leur inflige dans des conditions exécrables en procès. Vous êtes déjà même, vous subissez même une condamnation sans jugement, une condamnation de fait sans jugement. Je pense qu'on peut mieux faire. Le décret, oui, pour les peines alternatives, pour les mesures alternatives, il y a des provisions dans le code de procédure pénale. Il faut davantage que les JLD ainsi que les autres acteurs de la chaîne pénale aient vraiment la main souple pour que le milieu carcéral soit désengorgé. Parce que la chaîne pénale fonctionne à flux tendu. C'est nous-mêmes qui avons donné mandat dans la loi à ce que ces gens-là protègent nos personnes et nos biens. Et c'est dans ce mandat de protection, par ailleurs, que vous avez le fonctionnement à flux tendu de la chaîne pénale. Mais ce fonctionnement ne veut pas expliquer la situation. Il y a des provisions normatives qui doivent cadencer afin que, par rapport à la logistique disponible en matière donc, et de détention en milieu carcéral, on puisse aussi faire fonctionner en fait les tests. Ramé Gandaro, on va parler de notre deuxième sujet, le code électoral. Cela a agité beaucoup par le passé, c'est un peu plus calme maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas entendu beaucoup la société civile, hein? Elle dormait. C'est quand même extraordinaire parce que je dois rappeler que depuis sa création, Changement Social Bénin est membre de la plateforme, je veux dire, depuis la création de la plateforme électorale. Nous en sommes membres et au côté pilotage, contribuons aux travaux. Changement Social Bénin non seulement a travaillé techniquement sur le contenu des documents qui ont circulé, par rapport au code électoral. Et je dis circulé parce qu'en réalité, la plénière du 5 mars carrément après tout le monde à contre-pied. Il y a les documents qui circulaient, mais après, en amendement sur place, c'est comme si, voilà, il y a carrément eu... Bon, on en a appris de la procédure parlementaire le jour-là. C'est peut-être cette innovation il faut évoluer, non? Bon, de quelle qualité? Voilà, donc, je crois qu'une loi a été votée. La plateforme électorale a sorti successivement des déclarations le 22 février 2024, le 5 mars 2024, on a sorti une déclaration, le 6 mars, une deuxième déclaration, et une troisième déclaration, et le 15 mars, une dernière déclaration. Toujours pour être dans la logique que le chef de l'État, il répond en réalité de la paix et de la cohésion pacifique au niveau national, et tout lui revenait en fait. Quand bien même, on parle de proposition de loi, quand bien même, on parle de majorité présidentielle qui voudrait quand même marquer son empreinte, le cadre légal électoral, lui, il demeure le seul et unique garant devant nous. C'est pourquoi dans notre déclaration, nous avons focus sur le chef de l'État, espérant qu'il nous entende. Hélas, la loi a été promulguée, mais on est en République, une République qui aussi est en communauté sous-régionale avec d'autres États portant des valeurs de convergence, sur les normes, des principes de convergence sur les normes constitutionnelles. Et aussi, c'est-à-dire, nous avons au niveau de la communauté CEDEAO évolué aussi avec assez d'acquis consolidants des droits de l'homme et par ricochet donc du droit électoral. C'est dire en réalité que s'il y a des acteurs, tant de la société civile que des partis politiques, qui trouvent que la loi reste à pas faire ou la loi serait en déviance, c'est-à-dire de ce que nous disons être au sein de la communauté sous-régionale de la CEDEAO par rapport à la gouvernance électorale, je pense que encore une fois, nous avons des ouvertures juridictionnelles au niveau communautaire. On a encore le temps d'élever le pouvoir des contentieux devant la Cour de la CEDEAO. Et moi, vous savez, au Bénin, on n'a pas la culture du contentieux.
Or, le seul outil pacifique en République, ou que ce soit au niveau régional, au niveau le seul outil de dialogue, c'est-à-dire, soit vous êtes dans le plaidoyer classique, vous allez en discussion avec le poste de responsabilité, et si vous ouvrez la porte, si vous n'ouvrez pas la porte, vous utilisez les institutions pour les forcer à vous répondre. Pour les forcer donc, c'est-à-dire à s'expliquer sur pourquoi ils ont statué ultra petit a sur infra petit a par rapport à tel principe qui désormais devient en fait un droit subjectif à vous, citoyens d'un pays, citoyens d'une communauté. Donc, je pense qu'il y a, c'est-à-dire des ouvertures juridictionnelles encore possibles pour que ce que tout le monde semble remettre en cause par rapport qu'est-ce qui vous gêne tant dans le code? Non, vous savez, le 3 septembre 2020, la société civile à l'unisson avait publié ses observations à travers le manifeste Laissez-moi choisir. Laissez-moi choisir en 2020, nous l'avions porté à l'unisson de la société civile pour rappeler que le parrainage tel qu'institué et opérationnalisé, c'est-à-dire poser problème, nous avions été patients parce que la société civile, nous ne sommes pas en préjugés. Nous attendons que les effets des mesures prises soient là pour vraiment dire, bon voilà, vous avez laissé vos prérogatives, mais par rapport à tel effet, vous devez donc changer de curseur. En 2020, nous avions attendu les élections communales et ce n'est que début juin 2020, quand le collège de parrains, c'est-à-dire l'effet des parrains, a fini par être constitué après les élections communales, qu'on s'est rendu compte que, mais en réalité, il se posait un problème pour que nous puissions avoir la liberté de choix. Parce que tous les parrains relevaient en fait d'un camp politique. Mais le contexte, il a changé maintenant. Presque tous les parrains relevaient d'un camp politique, à part un effectif assez réduit pour les FCBE. Donc, bref, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de fond pour qu'on ait une réelle alternance. Or, en démocratie, c'est-à-dire la chose la plus recherchée quand on va aux élections, c'est l'ouverture à l'alternance. Donc, quand on a fait le point techniquement, on a produit, et laissez-moi choisir, en ce moment, aujourd'hui, les conditions qui nous avaient motivés à créer, laissez-nous choisir, ces conditions sont encore plus corsées. Ah oui, vraiment. Plus corsées. On a l'impression que le contexte il a changé, mais plutôt positivement, parce que si hier on a quelques maires seulement au niveau des FCBE, ils étaient à peine une dizaine, encore qu'avec le temps, la liste a été dégraissée avec quelques revirements spectaculaires. On a désormais qu'à l'Assemblée nationale, il y a un parti politique qui a quand même 28 députés et qui pourrait quand même, de son propre chef et sans négociation, proposer un candidat pour l'élection de 2026. Donc le contexte, il a changé. Pourquoi vous pensez que nous devons, pour le choix de l'alternance au Bénin, seulement nous rapporter aux démocrates? Pourquoi voudriez-vous que moi, citoyen, je n'ai pour tout choix que le candidat des démocrates? C'est l'opposition qui est en démocratie. La plus Pourquoi voudriez-vous m'imposer que je n'ai pour tout choix que le candidat des démocrates? Pourquoi? Qui dit que les démocrates ont le meilleur projet de société? Pourquoi? Vous pourriez choisir un candidat du BR ou un candidat de l'UPR. Si c'est BR, UP, il n'y a plus d'alternance. C'est ce que j'explique en fait. C'est une continuité, il n'y a plus d'alternance. Mais pourquoi on veut imposer aux citoyens de ne choisir que les démocrates? Pourquoi? Encore que quand si on prend le cas des élections législatives et autres, vous avez en fait les conditions de répartition de sièges et consorts qui, demeurent assez hypothétiques. C'est une aventure ambiguë. Donc, je pense que, et nous pensons, ensemble à la société civile, que oui, un acte a été posé, on peut continuer le dialogue à travers, comme je l'ai dit, les formes de plaidoyer juridique qui existent, et pour espérer vraiment, c'est-à-dire un réajustement du curseur. C'est clair que il y a comme une aventure ambiguë qui est lancée. Et ça, je vous le dis, pour les élections présidentielles, non, on ne peut pas, en l'état actuel du collège des parrains, c'est pas comme ça on veut l'alternance. On ne peut pas déjà, à l'avance, nous faire comprendre que voilà, si vous devez avoir une alternance, ça ne peut se jouer que non. On ne peut pas. Ça là,
Et ça ne fera que renforcer toute abstention, tout simplement. Oui, mais l'esprit qui a guidé justement ces réformes, ces changements, ces modifications apportées au code électoral, c'est le renforcement, je dois dire, de l'envergure des partis politiques. Et ça, on l'a chanté depuis fort longtemps, bien avant même 2016 où Patrice Talon a été élu et a promis justement de faire ces réformes-là. Vous savez, oui. Vous savez, l'engagement citoyen, l'intérêt citoyen à la vie publique, à la vie politique, ce n'est pas dans la loi qu'on change ça, c'est un tout. Mais ça peut commencer par la loi. Ce n'est pas dans la loi. La loi ne fait pas les réformes. Ce sont les acteurs, les citoyens qui donnent corps et vie aux réformes. Et ça, on a peu de temps ici pour développer ça, hélas. C'est-à-dire, il faut tirer les conséquences. On a fait des réformes politiques. Mais les éléments de fraude, les comportements iniques des acteurs politiques qu'on a observés de 2019 à ce jour sont des comportements qui dérogent totalement à toutes les pratiques que nous avions eues. Ça déroge totalement à toutes les pratiques que nous avions eues. On n'a jamais connu des moments, c'est-à-dire d'affaissement de la morale politique tel qu'on l'a vécu depuis 2019. Oui, il faut trouver une solution. Et ça, c'est de part et d'autre. Il faut trouver une solution. Vous voyez la solution à des personnes qui se réclament de la mouvance comme de l'opposition. Vous vous dites, mais il y a du travail sur l'humain qui est en politique au Bénin. Quel travail on fait justement? Ce n'est pas un travail de loi. Ce n'est pas un travail de loi. Il faut en tirer. Ce n'est pas un travail de loi. Le travail est ailleurs, tout simplement. Et ça, c'est un truc sur lequel il faut en convenir et tout simplement comprendre que la loi ne fait pas les réformes. De tout point de vue, la loi ne fait pas les réformes. Ce sont les hommes qui donnent corps et vie aux réformes. Et pour que les hommes répondent du contenu de la loi, il lui fallut aussi un travail en amont du système éducatif. Il lui fallut en amont un travail d'éducation aux droits humains. Il lui fallut en amont une saine application de l'article 40 de la Constitution. En réalité, il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Il n'y a pas de démocratie sans citoyenneté active. Et c'est pourquoi c'est un tout. Ceux qui ont rédigé la Constitution savent ce qu'ils ont mis dans l'article 40 de la Constitution. Pourquoi c'est placé là? Un auteur a écrit du contrat social, le même auteur a aussi écrit l'Émile ou l'éducation. Ça veut tout dire. Il ne faut pas penser les choses sans le sujet qui porte les choses. Donc, oui, non, je pense que nous avons un défi par rapport au système partisan au Bénin. Et ce n'est pas que les lois sont en train d'être écrites et réécrites à souhait depuis quelques années qu'on va y parvenir. Peut-être que la sagesse nous invitera après 2026 à nous rasseoir pour réfléchir et penser en fait, c'est-à-dire les meilleures réformes pour le système partisan. Mais pour l'urgence, je pense que nous devrons encore nous préparer à demander qu'on nous laisse choisir. En l'état actuel, il n'y a pas de liberté de choix, pour le cas de l'élection présidentielle, il n'y a pas de liberté de choix avec le cadre juridique qui est là. On ne peut pas me dire à l'avance, vous n'avez qu'à choisir entre les démocrates et les démocrates. Oui, justement, non, parce qu'il y a deux partis. Non, ce n'est pas comme ça. Dans une démocratie, pas comme ça, la mouvance et l'opposition. Ce n'est pas comme ça on fait la démocratie. Oui. Non, dans l'opposition, vous avez plusieurs options de choix. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire nous confiner dans ce choix-là. À la limite, ça frise une conspiration de la classe politique. Alors vous avez promis peut-être des recours aux institutions communautaires. Ça a commencé la réflexion ou l'action, je veux dire? Non, vous savez que... Vous attendez encore? Non, vous savez que à la société civile, encore une fois, ce que nous savons faire, c'est l'activisme pacifique. C'est solliciter toutes les ressources à travers les instruments et interpeller les institutions qui doivent répondre, mais de manière pacifique. Les partis politiques aussi peuvent, c'est-à-dire continuer par forcer, c'est-à-dire le plaidoyer juridique à travers l'ouverture. Le Bénin n'est pas en vase clos. Le Bénin, c'est-à-dire, c'est le chef de l'État, quand il vous a reçu la dernière fois, sa dernière sortie conférence de presse avec les journalistes, nous avons pris note et pris acte de son intérêt à honorer la signature du Bénin au niveau de la CEDEAO, quand il mentionnait, quand il s'expliquait sur la fermeture prolongée des frontières par rapport au Niger. Et ça nous a plu de le voir, c'est-à-dire référencer notre signature au niveau communautaire. Pourquoi on doit avoir une application
à géométrie variable sur cette signature-là du Bénin au niveau communautaire. Pourquoi on doit, c'est-à-dire, fonctionner ainsi? Non, nous pensons qu'il y a matière à nous souvenir que nous avons aussi notre signature, la signature nationale. Si ceux qui nous gouvernent, peut-être, c'est-à-dire en ont une lecture au rabais, nous allons quand même, c'est-à-dire, faire ce qu'il y a à faire pour qu'ils s'en expliquent, parce que, encore une fois, il s'agit de la signature du Bénin au sein de la CEDEAO. Pourquoi est-ce que les citoyens de la CEDEAO que nous sommes au Bénin, nous devrions en fait avoir des droits subjectifs et politiques, c'est-à-dire inférieurs, c'est-à-dire en contenu à d'autres citoyens de la CEDEAO? Il se pose un problème. Nous avons de quoi revendiquer en tant que société civile ou en tant que parti politique qui ne se retrouverait pas en fait dans le contenu de la loi. Donc, il y a encore de quoi pacifiquement insister pour que notre État, c'est-à-dire remettre le curseur à l'endroit par rapport au code électoral. Kamel Kanaro, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Changement Social Bénin. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. C'est nous qui vous remercions. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer le plateau santé.